Faites bien de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, le sommaire de cette édition. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Ils sont 2500 jeunes femmes et hommes à prendre part au 14e contingent du programme de stage initié par le gouvernement. Ils ont prêté serment ce matin et savent désormais au sein de quelle structure ils doivent suivre leur stage de 12 mois. Renforcer la solidarité et la cohésion sociale en faveur des personnes sinistrées suite aux inondations est l'objectif d'une remise de kits de vivres et de non-vivres de l'ONG ADEJ. Ils sont destinés aux personnes atteintes de maladies incurables, notamment les soins palliatifs. Ces soins permettent d'amoindrir la souffrance des patients. Bien que les professionnels de la santé, tant bien que mal, font de leur mieux, force est de constater qu'il y a tout de même des failles. On en saura plus avec Omar Sissoko dans ce 12 heures. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et bienvenue aux informations sur la 95.2. Je le disais tantôt, lancement ce matin dans la salle Djilibaba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako du 14e contingent du programme de stage de formation professionnelle de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Ce stage de 12 mois initialement prévu pour 500 jeunes va concerner 2500 des différentes contrées du Mali. L'objectif est de rendre les jeunes plus compétitifs sur le marché de l'emploi. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. L'événement a rassemblé également plusieurs acteurs du monde de l'emploi au Mali. Les autorités ont prodigué des conseils aux jeunes pour la réussite de leur stage. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et le foyer des jeunes de Sogonico vient de recevoir des kits de vivre et non-vivre. Le geste est de l'ONG ADEJ Mali, l'association pour le développement socio-économique et technologique de la jeunesse en partenariat avec le projet PAPSE-GIZ. GIZ plutôt. Cette remise va en faveur des bénéficiaires des formations du projet affectés par les inondations dans le district de Bamako, en communes 5 et 6 et leur agglomération. Il vise à renforcer la solidarité et la cohésion sociale en faveur des personnes sinistrées, nous dit Mohamed Bari. Les inondations de l'hivernage 2024 ont gravement affecté Bamako, avec pas moins de 2700 ménages sinistrés. Parmi eux, 322 bénéficiaires des formations du projet PAPS-GIZ qui regroupe ce jour des kits essentiels, vivre et non-vivre, de la part de ADEJ et du dit projet, à l'endroit de ses bénéficiaires. Abdoulaye Maïga, responsable cohésion sociale PAPS-GIZ. Le projet met l'accent sur 3 composantes, la formation professionnelle, l'appui en entrepreneuriat et la cohésion sociale. Aujourd'hui, l'activité de solidarité s'inscrit dans le cadre de la cohésion sociale et le renforcement de la solidarité entre les déplacés internes, les réfugiés et les communautés hautes vulnérables. Modibo Diakité, président de ADEJ, Association pour le développement socio-économique et technologique de la jeunesse. Le but de cet événement, c'est d'apporter un soutien aux personnes sinistrées d'inondation, spécifiquement les bénéficiaires du projet PAPS-GIZ. Donc ces bénéficiaires-là, vous savez, pendant l'hivernage passé, les inondations qui ont frappé Bamako ont touché majoritairement la commune 5 et la commune 6. Donc nous, nos bénéficiaires de ces différentes formations qui ont été victimes d'inondations sont les bénéficiaires de cette activité de donation des vivres et de non-vivres. Le vivre est composé du lait, du sucre, de l'huile et du riz. Le non-vivre est composé du savon, de nattes, de couvertures et de moustiquaires. Les familles bénéficiaires se réjouissent de cette initiative et saluent la générosité des bienfaiteurs. Abdoulaye Bari, bénéficiaire. Ces présents qu'on nous a offerts aujourd'hui est juste énorme en coïncidant avec le mois des Ramadan. Un peu, tu peux rien lui donner qui lui fera plus plaisir que le lait. Mais là, il y a tout, natte, sucre, couverture, entre autres. Vraiment, nous sommes contents car on est venu ici sans rien et grâce à Dieu et les bonnes personnes, on repart heureux. Après Sogonico, les prochaines remises de kits aux sinistrés sont prévues à Niamana le 14 mars et Kalabankura le 17 mars.
12 heures passées de 5 minutes à présent. Dans la mouvance de la Journée internationale des droits de la femme, la rédaction décide de faire lumière sur les femmes braves cachées de la boîte. Aujourd'hui, vous allez découvrir Halima Ouattara, technicienne à la radio nationale. Elle a su se distinguer par son sérieux dans son travail. Agent de l'ERTM depuis 2010, Halima allie vie professionnelle et vie de famille avec aisance. Selon elle, il faut juste une grande organisation et détermination pour pouvoir jongler les deux. Aïssata Traoré nous dresse son portrait. Certains métiers deviennent des vocations depuis l'enfance. C'est le cas de Halima Ouattara qui a aimé le travail des techniciennes à bas âge. La technique, j'ai aimé parce que mon père aussi était un technicien, mais pas à l'ORTM. Il touchait beaucoup les fils, donc j'aimais ça. Donc je suis partie faire des études en électronique. Née le 11 septembre 1980 à Bouaké en Côte d'Ivoire, Halima a fait ses études en Côte d'Ivoire. Après son bac, elle a eu un BTS en technique en 2004. C'est ainsi qu'elle est venue ici au Mali. Quand je suis venue, c'était un peu compliqué puisque je ne connaissais même pas la radio. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était la radio, quoi. La technique, je ne connaissais rien. Il y avait tellement de boutons, les CD, les DAT, les cassettes, c'était tellement compliqué. Donc au début, c'était compliqué vraiment. Halima exerce depuis 15 ans à l'ORTM. Elle a su se faire une place de choix à la radio nationale. Malgré les contraintes liées à son travail, Halima parvient à joindre ses deux vies avec aisance et invite les autres femmes à ne pas se décourager. J'arrive souvent à m'adapter, quoi. C'est-à-dire, tu te lèves trop tôt. Quand tu aimes ton travail, tu essaies de jongler, quoi. Je peux dire aux femmes, elles n'ont qu'à essayer de travailler. C'est-à-dire que travailler, avoir un peu d'argent, quoi, pour au moins soutenir la famille, puisque l'homme ne peut pas tout gérer. Halima est mariée et mère de 5 enfants. Elle compte s'investir encore plus dans son travail, en hommage à son père qui lui a donné l'amour de ce métier, un métier majoritairement exercé par des hommes. Eh bien, courage à ces braves dames de l'ombre. Vous aurez d'autres portraits durant le mois de mars ici à la chaîne 2. À présent, l'actualité internationale juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 8 minutes, le développement de l'actualité, c'est avec vous, Aïssata Yanogo. Bonjour. Bonjour. Alors, je commence votre page. Le président béninois Patrice Talon a annoncé ce matin qu'il ne serait pas candidat à un 3e mandat présidentiel en 2026, tout en affirmant rester attentif quant au choix de son successeur. Une énième fois, je vous l'aurais dit, non, je ne serai pas candidat. J'ai moi-même renforcé la Constitution pour stipuler que nul ne pourra exercer plus de 2 mandats dans sa vie, a-t-il déclaré lors d'un entretien sur un média étranger. Et au Gabon, 13 candidats recalés déposent un recours à la Cour constitutionnelle à Aïssata. Effectivement, les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, dont les dossiers ont été rejetés par le ministère de l'Intérieur, ont déposé un recours à la Cour constitutionnelle. Sur 19 recalés, 13 seulement ont introduit ce recours, 6 se sont désistés. La Cour constitutionnelle a seulement 8 jours pour rendre sa décision. Dans une semaine, la population saura s'il y aura de nouveaux candidats qui compléteront la liste de 4 premiers candidats validés par le ministère de l'Intérieur. Et pendant ce temps, au Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU pointe les violences sexuelles sur les enfants. Après 2 ans de conflit, le Soudan présente désormais la plus grande et la plus dévastatrice des crises humanitaires au monde. C'est ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a évoqué hier à New York. Plus de 30 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire et la moitié d'entre eux sont des enfants. Selon l'ONU, ils sont menacés par la famine, les vagues de contagion de maladies infantiles et de plus en plus par les violences sexuelles des miliciens. Le milieu humanitaire dénonce par ailleurs que le conflit tombe dans l'oubli et que la communauté internationale ne se sente plus concernée. Selon les données, 221 cas de viol ont été recensés en 2024, mais une fraction de victimes au moins de 5 ans, 4 sont des bébés de moins d'1 an.
Et au même moment, l'Italie fête les 12 ans de pontificat du pape François. Le pontife pape François, hospitalisé depuis le 14 février dernier à l'hôpital Gemelli de Rome, a fêté hier le 12e anniversaire de son pontificat. À cette occasion, le personnel médical qui assiste le pape a organisé un bref moment pour célébrer cet anniversaire en lui remettant un gâteau avec des bougies. Dans l'après-midi, le pape a suivi les exercices spirituels de carême et a ensuite repris la thérapie respiratoire. Fatou Jabi, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup Aïssata. On se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. 12 heures passées de 11 minutes, retour à présent à la maison. Je l'annonçais au sommaire, il existe un procédé médical appelé soins palliatifs. Il est très généralement destiné aux personnes atteintes de maladies incurables. Les soins palliatifs arrivent en appoint pour aider les patients avec un pronostic vital engagé en amoindrissant leur souffrance. Au Mali, même si les professionnels de la santé font de leur mieux pour accompagner ces malades, force est de constater que des failles existent. C'est ce que nous dit Oumar Sissoko. Les soins palliatifs accompagnent très souvent la souffrance physique et psychique des malades sur plusieurs aspects à travers une approche globale. Dr Bakari Tientiki Dambili, professeur titulaire de chirurgie générale au CHU Gabriel Touré. Les soins palliatifs, c'est une approche qui va permettre d'améliorer la qualité de vie des patients et surtout de leur famille pendant la fin de vie. Donc, il intègre un soulagement de la douleur et des autres symptômes, un accompagnement et surtout un soutien psychosocial et spirituel. Les soins palliatifs s'adressent à tout genre de patient qui est en phase terminale de sa maladie. Il s'agit beaucoup plus des cancers actuellement. En dehors des cancers, il y a toutes les maladies chroniques. C'est au médecin traitant de décider ou non d'enclencher les soins palliatifs. Et pour prendre cette décision extrêmement importante, le praticien se base sur plusieurs aspects. Pour enclencher les soins palliatifs, il faut avoir un diagnostic clair et voir que les traitements disponibles ne seront pas efficaces et que cette maladie va évoluer inéluctablement de façon défavorable vers la mort. Les médicaments en soins palliatifs, c'est la morphine. La morphine étant chère et moins disponible, surtout dans les formes injectables, si nous arrivons à avoir la morphine en solution orale, ça permet énormément à ce que les malades puissent contrôler sa douleur et mourir tranquillement dans la dignité. Les soins palliatifs représentent plusieurs spécificités selon les différentes unités d'intervention. Par exemple, en médecine de réanimation, soins palliatifs est synonyme de l'emploi de la technologie. Professeur Moustapha Issa Magani, chef de service à l'unité de réanimation au CHU Gabriel Touré. Pour la réanimation, l'environnement porte beaucoup. Quand tu rentres dans une unité de réanimation, tu vas voir que les machines sont là, c'est la technologie. Ce sont ces machines-là qui prennent en charge les détresses vitales immédiatement, chose qu'on n'en a pas en oncologie. Vu le rôle de premier plan qu'ils jouent aux côtés des patients dans le combat qui les oppose à la maladie, dans certains pays, on a fait des soins palliatifs toute une branche de spécialisation. Et chez nous, au Mali, il faut le reconnaître, la dynamique peine à suivre à cause de l'absence d'une organisation globale et d'une stratégie nationale. C'est pas structuré, c'est tout notre problème. Chacun fait à peu près quelque chose dans son coin. Donc il faut qu'on arrive à structurer ces soins palliatifs. Professeur Moustapha Issa Magani, chef de service à l'unité de réanimation au CHU Gabriel Touré. Il faut que les soins palliatifs soient intégrés dans la structure de financement du système sanitaire au Mali, soit national ou à tout niveau de soins. Et en deuxième lieu, il faut procéder à la formation des bénévoles aux titulaires afin de garantir une couverture adéquate. Il est clair qu'actuellement, on ne peut pas parler d'un système de santé adapté et efficace à se passer des soins palliatifs face à des maladies de plus en plus sévères et fulgurantes, difficiles à contenir. À 12 heures passées de 15 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako environ 37 degrés Celsius. La maximale sera de 40 degrés Celsius. Le soleil, lui, finit sa course à 18 heures passées de 43 minutes. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Sekou Traoré.
Réalisation Assitan Djakité, Aïssata Touré, tout ceci sous l'œil vigilant de Nyanya Aliou Traoré et Jefa Diarra. Moi, je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente prière de vendredi à tous. Ne décrochez surtout pas le journal des sports. C'est tout de suite un duo de Moussa Diabaté et Bourima Diallo.